Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux, évidemment, ce débat d'orientation budgétaire appelle plusieurs remarques de la part du groupe Gauche citoyenne, communiste et républicaine que je vais me faire un plaisir de relayer ici. La situation du département des Hauts-de-Seine, à l'image de l'ensemble des départements de France, traverse une période de tension budgétaire du fait notamment de la baisse des ressources liées à la diminution des droits de mutation à titre onéreux du fait du contexte difficile que le marché immobilier traverse actuellement. Mais prenons le problème à la racine. Quand on fonde l'avenir des politiques départementales sur la spéculation immobilière, on fait courir un risque certain à la collectivité du fait de ce modèle qui est loin d'être vertueux et qui montre ici ses limites. C'est bien dans cet esprit que notre groupe a toujours milité en faveur de ressources pérennes pour assurer le financement de nos collectivités et notamment des départements. Ressources pérennes qui se traduisent notamment par la perception de la fiscalité liée aux habitations et aux entreprises. Dans ce dernier cas, je fais évidemment allusion à la suppression de la taxe d'habitation, de la taxe professionnelle et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui furent l'objet de réformes privant ainsi les collectivités de disposer de leviers fiscaux pour justement réagir efficacement face à la crise. Prenons l'exemple de la fiscalité des entreprises. Doit-on rappeler une fois encore que c'est Nicolas Sarkozy, dont plus d'un ici se revendique encore, qui a porté un coup rude à cette autonomie en supprimant la taxe professionnelle, remplacée notamment par la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont on ne pouvait pas modifier le taux. Doit-on également rappeler que la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises fut proposée par le gouvernement dans le cadre de la loi de finances pour 2023 et approuvée par le Parlement. Or, il s'agissait du dernier impôt qui liait les entreprises avec les territoires dans lesquels elles sont implantées. Et si ma mémoire est bonne, cette suppression a pourtant bénéficié du soutien inconditionnel, voire enthousiaste, des députés et des républicains. Cette disposition s'inscrit donc tout à fait dans l'ADN idéologique de la droite pour laquelle les entreprises paient toujours trop d'impôts. Non contente de se suffire à elles-mêmes, la suppression de la CVAE rejoint aussi les innombrables aides aux entreprises, niches fiscales, niches sociales, subventions. Cette politique d'assistanat aux entreprises qui entraîne la perte d'autonomie financière et fiscale des collectivités, c'est bien la droite qui la porte depuis 20 ans, avec certes le soutien des socialistes qui lui ont donné une nouvelle impulsion lorsque Dominique Strauss-Kahn était ministre de l'économie et qui l'ont même poursuivi sous le mandat de François Hollande. Elle n'est pas neutre, loin s'en faut, puisqu'elle est financée par une hausse conséquente de la fiscalité des ménages, par la dette et par la détérioration des services publics. Dans le même ordre d'idées, je me permets de rappeler que votre majorité a voté au Parlement tous les traités européens de libre-échange permettant aux plus grands groupes d'échapper à la fiscalité sur les résultats enregistrés dans notre pays. Moralité, quand on a misé sur le libéralisme et la mondialisation en espérant en tirer des avantages et que ce dernier se porte mal, tout en affaiblissant les États et les collectivités, on récolte ce que l'on a semé, c'est-à-dire moins. En ce qui concerne la question sociale pour laquelle vous revendiquez un niveau élevé d'engagement du département dans le domaine de la solidarité, vous pointez pour ce débat d'orientation budgétaire une hausse des dépenses de l'ordre de 16 millions. En proportion rapportée à l'ensemble du budget prévisionnel, cette hausse représente une augmentation de 1,6% du budget de fonctionnement, ce qui est loin d'être considérable, toute proportion gardée, surtout si on tient compte que l'augmentation du RSA, lui, induit une variation mécanique sur le budget consacré aux solidarités. Or, si l'on retranche cette augmentation mécanique des prestations sociales qui constituent une compétence obligatoire des départements, en fait, on fait le constat qu'en réalité, le budget consacré aux solidarités, hors RSA et autres allocations, baisse de 2 millions au niveau des orientations budgétaires. Pourtant, les services sociaux du département, comme nous le soulignons souvent, sont encore loin d'être au niveau où ils devraient être, et c'est bien parce que nous savons qu'en la matière, il est toujours plus facile de détruire que de reconstruire,
que notre groupe a toujours fustigé les excédents budgétaires, d'autant qu'ils étaient en partie réalisés sur un plan de quasi-destruction des services sociaux du département. Le rapport de la Cour régionale des comptes en témoigne. Ne refaites pas l'histoire. Nous ne dénoncions pas les excédents pour que vous dépensiez à tort et à travers, mais parce que, pour une part, ils étaient réalisés avec un abandon des services sociaux, mais aussi un désengagement sur le logement et un désengagement sur l'aide à l'amélioration des quartiers populaires et des investissements ridicules pour la transition écologique. D'ailleurs, nos critiques étaient fondées, puisque vous soulignez vous-même d'avoir changé au cours de ces 3 dernières années sur ces 4 politiques publiques, d'ailleurs, comme vous venez de le dire, pour la transition écologique. Je me rappelle les débats ici ridiculisant les élus qui proposaient un développement des pistes cyclables dans notre département. Dépenses sociales, reprenons. La situation sociale des ménages alto-séquanais n'est pas tout à fait comparable à celle des autres départements d'Île-de-France. En témoigne par exemple le taux de pauvreté constaté dans notre département, qui est de 12,4% quand il est de 16,1% en moyenne à l'échelle d'Île-de-France. D'ailleurs, à y regarder de plus près, 7 communes sur les 34 qui composent les Hauts-de-Seine, Asnières, Bagneux, Clichy, Colombes, Gennevilliers, Nanterre et Villeneuve-la-Garenne, ont un taux de pauvreté supérieur à celui du département, ce qui relativise encore la moyenne départementale, puisque ces 7 villes ont un taux de pauvreté allant de 15 à 28%. Or, cet indicateur est d'ailleurs le vrai indicateur des ségrégations sociales et géographiques entre les communes. C'est bien que vous pouvez tout dire, mais la réalité, c'est qu'un grand nombre de communes des Hauts-de-Seine ont un taux de pauvreté inférieur à 10%, ce qui montre la ségrégation spatiale qui est impliquée. Or, ce refus de la mixité, c'est celui de la majorité présidentielle, dont vous devriez vous féliciter, dont le Premier ministre, qui vient de tuer la loi SRU. On peut, de ce point de vue, parler d'un véritable mardi noir. C'est évidemment quelque chose que vous appeliez de vos voeux. Vous avez compris que ce n'est pas le nôtre. En ce qui concerne les dépenses en direction des personnes âgées, elles se cantonnent en réalité principalement au versement des allocations qui constituent une compétence départementale obligatoire. Si on y regarde les 6 millions consacrés au fonctionnement de l'agence interdépartementale de l'autonomie, cela reste bien inférieur aux efforts consentis par d'autres collectivités départementales franciliennes ou dans notre pays. Et c'est d'ailleurs beaucoup moins que les dépenses que les villes consacrent en la matière. À titre d'exemple, la ville de Nanterre consacre un budget de l'ordre de 4 millions d'euros annuels aux personnes âgées, pour 6 millions pour le département des Hauts-de-Seine. On voit qu'il n'y a pas de quoi se rouler par terre. Évoquons maintenant la question des collèges. Malgré le transfert du chauffage et de la maintenance, nous faisons le constat de l'évolution des grandes masses depuis une dizaine d'années. Notre groupe est fréquemment intervenu pour souligner l'aggravation de la ségrégation sociale scolaire, notamment liée à la pression du recrutement des établissements privés et à la concurrence organisée entre les établissements publics, auxquels il faut ajouter l'insuffisance des moyens donnés aux collèges publics. Aujourd'hui, les collèges privés dans notre département, qui sont au nombre de 35 sur les 134 collèges des Hauts-de-Seine, accueillent 26% des élèves à l'échelle du département contre 74 dans le public. Et quand on se penche sur leur implantation et sur leurs IPS, la démonstration est édifiante, comparable à ce qui se passe à Paris. Qu'on se comprenne bien, nous ne rouvrons pas la guerre scolaire, nous voulons travailler les critères du recrutement, car nous sommes inquiets pour l'école publique
et de fait pour la République. Nous y reviendrons à travers une question orale. De ce point de vue, le département doit être plus mobilisé pour les collèges publics qui accueillent les adolescents dont les familles sont les plus en difficulté. À titre d'exemple, nous redisons que sur les voyages scolaires, nous considérons insuffisamment aidés, notamment en direction des collèges présentant un indice de position sociale bas. Nous l'avons dit maintes et maintes fois, ce n'est pas uniquement valable dans ce cadre. Il faut aider davantage ceux qui ont le plus besoin. Assurément, la charge d'un voyage scolaire n'est pas la même pour une famille en situation sociale précaire que pour Madame Oudéa Castéra. Il n'est pas non plus acceptable que la ville de Nanterre se voit refuser un soutien du conseil départemental pour une mission de coordination sociale de la Maison des femmes, alors que l'égalité femmes-hommes est rédigée au rang de grande cause nationale et constitue un axe central de la stratégie départementale pour l'égalité hommes-femmes dans le cadre de la politique de solidarité. Cette remarque est d'autant plus valable que le département ne voit aucune objection, pas de demande particulière à financer des maisons de la famille dans certaines villes de Haute-Seine, tandis que la ville doit objecter un refus pour le financement du fonctionnement de la Maison des femmes. Cela traduit là le portage d'une politique surannée par l'Assemblée départementale. Quelques mots sur les investissements, puisque vous indiquez qu'au cours de l'année, vous avez l'intention de les revoir, ce qui impactera nécessairement sans doute l'enveloppe 2024, c'est-à-dire qu'en réalité, la somme affichée est au conditionnel, que en réalité, vous ne les engagerez pas. À ce titre, nous nous interrogeons sur la nécessité d'un musée du grand siècle à Saint-Cloud, à proximité d'Albert Kahn à Boulogne-Billancourt, car vous le savez, nous sommes toujours favorables à la culture, mais fallait-il vraiment un autre au regard des difficultés auxquelles vous êtes confrontés et qui ne vont pas cesser demain, d'autant que la ville de Saint-Cloud n'y était pour le moins pas favorable, pour ne pas dire plus, et que le coût, je crois, est supérieur à 120 millions d'euros. Heureusement, vous avez, semble-t-il, renoncé au mécano immobilier pour le siège du département. L'Eldorado de la Défense s'est envolé. Pour conclure, je dirais que ces orientations budgétaires et les impacts qui en découlent dans les cadres des politiques publiques portées par le département ne sont pas tant dictés par un manque de moyens qu'un par un choix politique pleinement assumé et auquel, pour notre part, nous ne pouvons souscrire. Il y a une véritable alliance entre un grand nombre de villes de droite et le conseil départemental pour continuer de porter et de développer un projet politique organisant la ségrégation urbaine, l'entre-soi. Nous voulons des communes et un département solidaire, ouvertes à toutes et à tous. Merci.